sur Terre vous invite en Alaska, le continent en langue inuit. Libby est une jeune américaine pleine d'énergie. Après ses études, elle a décidé de revenir vivre à Homer, l'endroit où elle est née, au plus près des montagnes et de la mer, ses deux passions. Le mythe Alaska, c'est l'histoire de Lionel. Ce Français baroudeur est devenu guide dans le Katmai, le pays des grizzlies. Une terre vierge où l'on trouve la plus grande concentration d'ours bruns au monde. Puis direction le toit de l'Amérique avec Danielle. Cette femme fait partie d'un club très fermé, les pilotes du bush. Ma première année en Alaska, je n'avais même pas de voiture, seulement mon vélo et l'avion pour aller partout. Pour moi, c'était un pays de rêve, et ça l'est toujours. La péninsule du Kenai, dans le sud de l'Alaska, est un pays de volcans, de forêts infinies et de fjords, un territoire façonné par la mer et les glaciers. Vivre ici, c'est se soumettre aux lois d'une nature implacable. Le froid et la neige, des hivers qui durent 7 mois, la pluie, la boue et les moustiques en été. C'est tout cela qu'aime Libby. Pour elle, c'était une évidence de revenir sur la terre qu'il a vue naître. Ce pays, elle l'a dans la peau, tatoué sur la cheville même. 8 étoiles, l'emblème de l'Alaska. À la fin de mes études, pour moi, ça a été facile de revenir en Alaska. C'est un endroit sauvage et immense où on respire. On est loin de tout, des supermarchés, des voitures, du bouillonnement des grandes villes où il y a trop de monde. Tu peux t'isoler, te retrouver au milieu de la montagne ou au fin fond de la forêt. C'est juste génial. À Homer, la baie de Katchmak abrite les plus gros crabes d'Amérique et les plus grands flétans du Pacifique. Parole de pêcheurs. Alors beaucoup d'amateurs s'y précipitent pour connaître eux aussi les joies d'une pêche miraculeuse, au moins une fois dans leur vie. Pour eux, Libby devient matelot et leur apprend les rudiments de la pêche. D'habitude, j'organise des camps pour les jeunes en montagne. Mais parfois, je travaille sur les bateaux. C'est sympa et c'est un bon moyen de gagner de l'argent. J'aime être sur l'eau, c'est un plaisir. C'est pour ça que je le fais. Bon, écoutez, je vous explique comment pêcher. Pour ceux qui ont oublié, je m'appelle Libby. Libby a l'estomac bien accroché. Ce n'est pas le cas de tout le monde à bord du bateau. Dans cette région du Grand Nord, il faut savoir s'adapter. Les habitants exercent plusieurs métiers à la fois. Libby est prof d'anglais l'hiver, guide de montagne l'été et aussi guide de pêche, aussi à l'aise sur un bateau, les mains dans le poisson, que devant une salle de classe à parler de littérature anglaise. Il y a plein de jeunes qui reviennent à Homer après l'université pour travailler sur les bateaux charters l'été. Par ici, il n'y a pas beaucoup de boulot en hiver, mais en été, il y a plus de travail que de gens disponibles. C'est donc facile. J'aime bien la pêche, c'est sympa, mais je préfère vraiment la montagne. Chez Libby, il n'y a pas l'eau courante, juste une petite citerne d'eau de pluie qu'il faut bouillir. Quant au sanitaire, c'est dehors, été comme hiver. Sa ferme, construite par les premiers immigrants du XXe siècle, a une longue histoire. Bâtie sur des terres inhospitalières, offertes aux pionniers pour nourrir les chercheurs d'or et les premiers aventuriers qui rêvaient de faire fortune en Alaska, cette petite maison a abrité bien des histoires. C'est la plus ancienne ferme de la région. Elle nourrit aujourd'hui les rêves de Libby. Eyvind est petit-fils de pionniers, justement. Des paysans venus de Suisse dans les années 30. Il a choisi lui aussi de rester en Alaska. Comme pour Libby, la montagne est dans ses gènes.
En Alaska, il y a les villes d'un côté et la nature de l'autre, omniprésente. Partout ailleurs aux États-Unis, ce sont les villes qui grignotent la nature. Les gens sortent des villes pour aller dans la nature, mais en Alaska, c'est l'inverse. Car le territoire est immense et les villes sont toutes petites. Plus tu t'enfonces dans le bush, plus c'est dangereux et plus c'est l'aventure. Tu as la chance d'en prendre plein les yeux et d'être dans des territoires vierges. C'est pour ça que j'aime l'Alaska. La génération des parents de Libby fait partie de la dernière grande vague de pionniers à l'américaine. Dans les années 60, beaucoup de hippies ont quitté la Californie pour se construire une vie plus authentique en Alaska. Tous ont trouvé leur terre promise et leur espace de liberté. C'est une petite fête pour les 60 ans de ma mère. Tout est unique à Homer, c'est beau, les gens sont super. C'est une petite communauté très soudée. Il y a les glaciers, la montagne, la pêche, mais aussi tout plein d'artistes. Libby et Eileen viennent d'ouvrir une nouvelle voie sur un des sommets de l'autre côté de la baie. Nous les accompagnons pour leur dernier repérage avant l'hiver. Un voyage nécessaire afin d'évaluer le degré de difficulté de l'escalade et du glacier. Si tout va bien, ils y emmèneront des adolescents l'été prochain. Ici, l'atterrissage est difficile pour les pilotes. La vallée est très étroite. Et avec un peu de vent, ça devient vraiment dangereux. Les pilotes du bush, ce sont eux qui décident de venir ou non. Nous, on s'adapte. On leur fait confiance, ce sont des champions, les meilleurs. Il n'y a rien que j'aime plus que d'être seule et loin de tout. Et quand je suis comme ça, dans la nature sauvage, je me sens en paix. Il n'y a personne pour me dire ce qu'il faut faire, rien qui me détourne de l'essentiel. Et je peux me concentrer sur ce qui est important pour moi, apprécier l'instant, vivre. Un coin pour dormir, un autre pour manger. Il nous faut prendre un maximum de précautions afin d'éviter les mauvaises surprises. Les ours sont présents partout dans ces montagnes. On essaie de tout cacher pour que les ours ne viennent pas rôder autour de notre camp. Je fais le feu comme mon grand-père m'a appris à le faire. Il y a de la térébenthine dans le bois et la tige au bout, c'est du magnésium. Avec du vieux bois de pin, quand le magnésium chauffe, l'ensemble devient très très chaud et ça s'enflamme. À quelques mètres du glacier, la température ne dépasse guère les 5 degrés. Nous sommes chanceux, c'est l'été en Alaska. La veillée ne s'éternise pas. Dans quelques heures, il faut s'attaquer au glacier.
Il y a des dizaines de champs de glace dans la péninsule du Kenai, parmi les plus grands du monde. Et la plupart de ces mers gelées sont presque inaccessibles. Ce matin, le ciel nous joue un mauvais tour. De l'autre côté du Pacifique, à des milliers de kilomètres, un typhon se déchaîne. Les conséquences se font sentir jusqu'ici, et la montagne amplifie le phénomène. Juste de l'autre côté des montagnes, c'est le golfe de l'Alaska. Les systèmes météo viennent de là en général, passent au-dessus de ces montagnes, et ça va très vite des fois, avec des vents très forts. Comme le glacier est très froid, le vent accélère. On doit faire très attention à ces phénomènes météo. Il y a plein de volcans dans la région. L'Augustin, le Mariamna et le Marida, il s'est réveillé en avril. Il y a eu une grosse éruption qui a dispersé des cendres sur des centaines de kilomètres autour de Meur, jusqu'à la pointe d'Angkor à l'autre bout de la baie. Toutes les traces noires sur le glacier sont des cendres volcaniques. Le glacier est vivant, toujours en mouvement. Libby et Eyvind doivent donc y venir régulièrement pour améliorer leur connaissance de la montagne et en évaluer tous les dangers. Cette masse apparemment immobile ne cesse de changer de visage. Les crevasses se déplacent et comme partout dans le monde, cet immense torrent de glace recule centimètre par centimètre. C'est vrai que le glacier a reculé, mais globalement, la vallée n'a pas changé depuis des milliers d'années. Les rares personnes qui viennent jusqu'ici font attention à ne pas laisser d'aliments derrière eux. Les ours ne s'habituent donc pas à leur nourriture. La vallée est préservée et on essaie de la protéger. Il n'y a pas de raison que ça change. On fait toujours attention à ne rien laisser derrière nous. On nettoie tout, on éparpille les cendres et on les enterre, si bien qu'il est impossible de voir que quelqu'un est passé par ici et qu'il y avait un camp. On pense aux générations futures afin qu'elles puissent profiter d'un endroit comme celui-là. Le grand-père d'Eyvind, le pionnier venu construire l'Alaska, lui a transmis cette philosophie. La terre est généreuse, à condition de ne pas tout lui prendre. Difficile à croire, mais même ici, l'appétit insatiable des hommes fragilise la nature. De Paris-Banlieue à l'immensité de l'Alaska, il y a plusieurs mondes à traverser. Lionel les a tous parcourus, avec son désir d'aventure comme seul compagnon. Je suis arrivé en Alaska il y a 30 ans, ça fait 30 ans que je suis ici. Et au départ, c'était pour me refaire une santé financière pour continuer à voyager. Et finalement, je ne suis jamais reparti. J'ai été pris par l'Alaska, envoûté par cette nature. Et je me suis d'abord baladé un peu partout, en avion, en motoneige. J'ai eu envie de faire partager ça à d'autres. Donc, après avoir été boulanger, restaurateur, j'ai eu envie de faire quelque chose un peu plus proche de la nature. J'ai vendu toutes mes affaires dans ce domaine et j'ai commencé à guider les gens. L'hydravion est le seul moyen de se rendre où nous allons. Lionel est guide naturaliste. Et sa spécialité, les ours bruns. Les grizzlies, qui font la fierté des habitants de l'Alaska. Avec Lionel, nous partons bivouaquer dans le Katmai, une zone totalement vierge, à 400 km dans l'ouest d'Anchorage. 2 fois plus grand que la Corse, le Katmai est une région inhabitée,
une zone de moyenne montagne, de lacs, de volcans et de toundra. Depuis presque 100 ans, le Katmai est protégé par un statut de réserve naturelle. Cette terre-là est sacrée. Deux ou trois fois par an, Lionel installe son camp de base au plus près des ours. Cette fois-ci, il accompagne une équipe de photographes animaliers venus d'Europe. Quand on est comme ça, vraiment isolé, parce que là, s'il manque quelque chose, il n'y a aucune possibilité de le trouver, quoi. Il faut l'avoir avec nous. Ça demande une grosse logistique, beaucoup de matériel. Si on veut le faire en toute sécurité, il faut des téléphones satellites, des armes, des tentes de bonne qualité. Tout ce qu'on a oublié, on ne l'a pas, quoi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. La pluie peut arriver. Le temps dans le nord change très vite déjà. En plus, tous les fronts qui viennent de l'est, de la Sibérie, il n'y a pas une station tous les 20 km comme en Europe ou comme aux États-Unis. Donc ils peuvent compter que sur l'image satellite et puis quelquefois ça change en quelques heures, quoi. C'est le dernier refuge pour l'un des animaux les plus légendaires, l'ours brun. On en recense près de 3000 dans le Katmai. Nulle part ailleurs sur la planète n'existe une telle concentration. On a toujours envie d'être un peu plus avec eux, quoi. C'est vrai que c'est des animaux à la fois mystérieux, à la fois envoûtants, proches de nous. C'est comme le petit nounours de son enfance, quoi, devenu réalité. À la fin de l'été, les ours ne font qu'une bouchée des saumons du Pacifique. Ils peuvent en attraper jusqu'à 80 par jour. Chaque année, à la même époque, au terme d'une incroyable épopée, des centaines de milliers de saumons viennent pondre, puis mourir dans les rivières d'Alaska, à l'endroit précis où ils sont nés quelques années plus tôt. C'est effectivement très bien. D'une année sur l'autre, les ours retrouvent eux aussi les mêmes coins de pêche. Comme la mère était dominante parce qu'elle a réussi à virer le mâle. En s'imposant avec deux petits, elle a pris énormément de risques pour ses jeunes. Donc elle devait savoir que de toute façon, elle allait avoir le dessus. Ça doit être un mâle qu'elle connaît. Parce que c'est vraiment pas souvent qu'on voit une femelle avec des jeunes venir virer un vieux mâle de cet âge-là. Avec l'ours blanc, le grizzly est le plus grand carnivore terrestre. Les mâles peuvent atteindre 2,50 m de long, peser 300 kg et charger à la vitesse de 50 km/h. Toujours très spectaculaire de voir ces masses en mouvement, puis de voir la vitesse à laquelle elles peuvent se déplacer, parce que c'est vraiment des grosses bêtes. Et on a toujours l'impression que c'est pas tôt, mais quand c'est lancé à pleine vitesse, ça déménage. Il y a toujours une grande part d'émerveillement, je dirais. Quand on voit là, ici, les grizzlies avec une telle proximité, qui sont quand même des animaux mythiques. C'est la fin du grand voyage pour ces saumons. Tout rouges, ils sont au crépuscule de leur vie. Fatigués, ce sont des proies faciles. Et cela tombe bien car les ours ont seulement quelques semaines pour s'en régaler. C'est le dernier festin avant de s'en retourner dans leur tanière pour y passer l'hiver. Mais un saumon du Pacifique, aussi épuisé soit-il, cela se mérite. Le Katmai attire les hommes à la recherche du grand frisson. Depuis le Colorado et en plusieurs étapes, Patrick a parcouru plus de 5000 km dans son petit avion avant de survoler enfin ce territoire où il vient pêcher la truite. Well,
J'adore voler plus que la pêche encore. C'est un bon moyen de décompresser, de voir la vie autrement, de s'évader. Il faut faire attention en avion et connaître ses limites. Pour rester en vie, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être attentif aux moindres signes que la nature t'envoie. Les conditions météo changent vite, et si tu es conscient de tout ça, tu t'en sors. Fermier dans le Colorado, Patrick est un habitué des grands espaces. Il voue une passion pour l'Alaska, où il vient lui aussi planter sa tente plusieurs fois par an. Des fois, je viens en famille ou avec des amis. Le mois dernier, je suis venu avec mes deux neveux de 12 et 13 ans, c'était super. L'Alaska, c'est mieux quand tu le partages. Le pays est tellement magnifique et extraordinaire que maintenant, je crois que j'ai le virus de l'Alaska et j'essaye d'y revenir. Ça fait la 7e année presque consécutive que j'y reviens. Et dès que je monte dans l'avion pour rentrer en France, j'ai qu'une idée dans la tête, c'est revenir. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je me sens honoré, béni. L'Alaska, c'est difficile à expliquer. Cette rivière-là est sûrement la meilleure rivière à truites du monde. Être là le matin, tout seul, ça n'arrive pas souvent. Le Katmai, c'est la corne d'abondance de l'Alaska. L'extraordinaire s'invite à la moindre rencontre entre l'homme et l'animal. C'est la dernière frontière, le dernier endroit où il n'y a pas trop de lois, le dernier endroit vierge. Tu peux mourir et 2 semaines après, on ne sait toujours pas que tu as disparu. L'Alaska, pour plein de gens, c'est encore l'aventure. La pêche dans cet endroit sauvage, c'est juste pour le plaisir. On capture, mais on remet à l'eau. Question de philosophie. À cette époque de l'année, les truites suivent les saumons rouges qui remontent la rivière pour frayer et pondre. Elles viennent manger les œufs des saumons. Hier, j'ai levé le camp à 5 h du matin pour y revenir le soir, vers 16 h. Je commence à avoir mal au dos. Hier, j'ai fait un petit somme ici au milieu de la rivière. Et je n'arrêtais pas de me réveiller pour surveiller les ours. Le son de l'Alaska. Tu sais, les ours, si tu te fais le plus grand possible avec des couleurs voyantes, que tu fais du bruit, la plupart du temps, ils s'en vont. Mais si tu cours pour t'enfuir, arrête-toi et regarde-les en face. Si tu cours, ils te rattrapent, c'est leur instinct. Donc, ne bouge pas et surtout ne montre pas que tu as peur. Ce territoire agit comme un aimant, malgré le danger.
Fouler cette terre, c'est s'en imprégner au plus profond de soi-même, comme un apprentissage inoubliable, celui de la liberté, d'un retour aux sources. L'Alaska abrite plus de 70% des ours bruns d'Amérique du Nord. Ils font la fierté des habitants de l'État, qui sont même prêts à accepter un ralentissement des développements économiques pour protéger cet animal majestueux. Le Katmai le fait depuis près de 100 ans. Partout ailleurs, ils ont été chassés et ont presque disparu. Après quelques heures de marche dans la rivière, nous nous retrouvons nez à nez avec une famille au complet. Instant magique d'une rencontre à l'heure du grand festin. On essaye de les approcher le mieux possible pour faire des belles photos, mais l'ours est un grand prédateur, donc le risque zéro n'existe pas. La règle, normalement, on ne doit pas approcher un ours à moins de 50 mètres. Mais on est dans des situations quelquefois où il y a des ours un peu partout. On ne peut pas être à 50 mètres de chacun des ours, puisque si on recule d'un, on se rapproche d'un autre. Donc en fait, on les approche couramment entre 15 et 20 mètres, quoi. Je me suis trouvé encerclé d'ours, mais là, il n'y avait aucun symptôme d'agressivité nulle part. C'est surtout bien se signaler aux ours pour qu'ils puissent bien vous identifier. Et ils sont barrés, vous pouvez venir. Il y a une femelle et 3 petits, là. L'ours, qui est un animal extrêmement solitaire, pendant la saison de nourrissage où il y a une nourriture en abondance, change un peu de comportement. Ils deviennent plus tolérants des humains et même plus tolérants entre eux. Et nous, on en profite en fait aussi, puisque quand on passe à 10 mètres d'un ours, comme en ce moment ça nous arrive, c'est pas une situation naturelle non plus. S'il n'y avait pas des saumons partout, on ne pourrait pas. Dans quelques semaines, à la fin de la période de frai, les saumons rouges auront disparu des rivières de l'Alaska. Avec leur appétit vorace, les ours se mettront alors en quête d'une autre nourriture avant d'hiverner. C'est le signe du départ pour Lionel. Il devra attendre 1 an avant de pouvoir à nouveau approcher ces prédateurs impressionnants. Soudain, un vent d'est glacial se met à souffler sur le Katmai, comme un rappel à l'ordre. On ne peut pas lutter. Il est temps de partir. Nous ne sommes que tolérés sur le territoire des ours. Talkeetna occupe une place à part dans le cœur de tous les pilotes américains. C'est ici, au pied du mont McKinley, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, que se sont écrites les plus belles pages de l'histoire des pionniers de l'aviation en Alaska. Ce village est aujourd'hui encore le rêve de nombreux pilotes. L'avion est le moyen de transport le plus simple en Alaska. Un territoire 3 fois plus grand que la France. Daniel est un de ces fameux pilotes du bush qui ont la réputation d'être parmi les meilleurs au monde. Elle peut voler dans les pires conditions. Je suis venue ici en avion il y a 9 ans avec des copains. On voyageait à travers tout le pays. Et quand je me suis posée ici, et j'ai vu tous ces avions avec des skis qui décollaient pour survoler la montagne, je n'avais jamais vu le McKinley, mais je savais qu'ils allaient là-bas, se poser sur la neige.
J'ai bien aimé la ville, il y avait de la bonne musique, ça avait l'air cool. J'habite ici, donc je peux voler en montagne, faire de la randonnée, tomber sur un grizzly. Tu te dis que t'as pas une vie surprotégée. Tu te sens vivre. Les 3/4 du territoire de l'Alaska ne sont pas accessibles par la route. Donc l'avion, c'est le moyen de transport de tous les jours. À un moment, ici, en Alaska, 80% des gens avaient un brevet de pilote. Et la moitié de la population avait son propre avion. Certains ont appris à voler non pas parce qu'ils aimaient ça, mais parce qu'ils en avaient besoin pour se rendre chez eux. L'hiver, tout s'arrête. Trop froid. Au printemps, les missions de Danielle s'accélèrent. Elle dépose des alpinistes sur le McKinley, l'enfer blanc de l'Alaska. L'été, quand les conditions le permettent, elle survole les sommets pour le plaisir de ses passagers. Direction la montagne, le McKinley. L'avion, c'est le taxi local. C'est une bicyclette aussi, un bus. Et parfois, il fait même office de pick-up. Voler du matin au soir, voilà pourquoi Danielle a quitté le fin fond du Colorado pour s'installer ici. La plupart des gens qui viennent ici préfèrent voler avec un beaver, à cause du son typique du moteur. C'est vraiment la Harley-Davidson du ciel. Plus je m'enfonce dans l'arrière-pays, mieux je me sens. Quand je suis en dehors du système, je me sens vraiment en paix. Ma première année en Alaska, je n'avais même pas de voiture, seulement mon avion et un vélo pour aller partout. Pour moi, c'était un pays de rêve, et ça l'est toujours. En hiver, on a souvent des coupures de courant pendant 3-4 jours. Quand il fait moins 40, tout gèle en une journée. Le problème, c'est pas seulement l'eau. C'est aussi les boîtes de conserve, la nourriture, tout est foutu. Bien obligé de s'adapter au climat, question de survie. Danielle vit sans eau courante, dans un ancien conteneur recyclé. Cette vie, elle l'a choisie, loin des contraintes matérielles, juste parce qu'elle lui procure ce dont elle a besoin, et rien de plus. De quoi manger, de quoi vivre,
et surtout de quoi rêver, l'essentiel. C'est dur à expliquer, mais je ne me sens pas seule. Je me sens connectée au monde qui m'entoure, alors que dans une ville où il y a plein de monde, là, je me sens seule. Plus c'est civilisé, plus je me sens perdue. Ici, c'est pas le cas. Certains matins, je me lève, il y a des élans qui passent. Un matin, il y avait une femelle, là devant ma fenêtre. Elle était haute comme ça. Et puis les petits étaient là. Ces moments-là te rappellent ce qui est essentiel dans la vie. Les skis pour se poser en altitude et les grosses roues pour la toundra. Danielle sait tout faire. En 2 temps 3 mouvements et quelques tours de clé, elle change le train d'atterrissage de son avion. J'ai grandi dans le Colorado. Mon père et mes frères étaient mécaniciens automobiles et travaillaient aussi sur les avions. La semaine, c'était les voitures, le week-end, les avions. J'aime la mécanique. J'ai grandi avec. Hey Daniel, comment vas-tu? Ça va, ça va. Prêt pour le rafting? Ouais, je suis prêt. La mission du jour, déposer Carl près d'une des innombrables rivières de la région. Dans moins d'1 heure, Carl, grand amateur de sensations fortes, sera dans le bush. Pour lui, prendre l'avion pour faire du rafting, c'est comme prendre le bus pour aller jouer au tennis. Le Beaver, c'est très pratique. Il est construit pour se poser n'importe où. Il n'est pas très rapide, mais on peut transporter des lourdes charges. Il s'arrête très vite à l'atterrissage. C'est un super avion pour le bush. Ce Beaver, il a une histoire particulière. Il y a eu des crashs, mais l'histoire la plus célèbre, c'est un meurtre qui a été commis à bord. C'était un hydravion à l'époque. Le propriétaire s'est posé sur une rivière près de sa cabane. Il a amarré l'avion, il est parti chasser. Pendant ce temps-là, quelqu'un a bloqué une carabine de façon à ce qu'elle tire quand la porte s'ouvre. Le pilote est revenu, il a largué les amarres, il a ouvert la porte et là, le coup est parti. En pleine poitrine. L'hydravion est parti à la dérive. Il a fallu du temps pour retrouver le corps du pilote. Pour Daniel, pas de piste d'atterrissage, mais des terrains tous plus improbables les uns que les autres. Un premier passage pour repérer, et 2 minutes plus tard, l'avion est posé. Bon, eh bien, bonne balade. Ok, et bon retour à toi aussi. Carl va devoir marcher un peu avant de se mettre à l'eau. À partir de maintenant, il est seul. C'est ce qu'il est venu chercher. En cas de problème, il faut savoir se débrouiller tout seul. Ceux qui n'acceptent pas les règles du jeu peuvent le payer de leur vie.
Il a plu sans arrêt la nuit dernière, l'eau monte encore un peu maintenant. Bon, ce matin il pleut, il y a du soleil, ça change tout le temps. En Alaska, on dit « si le temps ne te plaît pas, attends 5 minutes ou bien va voir 5 miles plus loin ». C'est ça l'Alaska. Jamais sûr de rien. C'est à la mode, c'est tout nouveau. C'est un mini-raft de 2 kilos. On peut l'emmener partout, tomber sur une rivière au milieu de nulle part. À ce moment-là, tu déballes ton raft, tu le gonfles, tu descends la rivière, tu le ranges, tu grimpes, et puis tu vas sur une autre rivière. Ça permet d'explorer autrement les rivières du coin. En Alaska, beaucoup de choses peuvent être dangereuses. Il faut vraiment faire attention. Tu dois tout prévoir. Dans mon gilet de sauvetage, j'ai des allumettes étanches, des fusées de détresse, des barres énergétiques, une couverture de survie, un kit de survie au cas où je perdrais mon bateau, ou pire encore. Ok, je suis prêt. La plupart des cours d'eau de montagne sont inaccessibles en Alaska. La descente peut durer plusieurs jours et la nature n'est pas réputée pour être clémente. Même en été, la température de l'eau ne dépasse guère 8 degrés. Savourer des moments simples, dans une nature saisissante, c'est la vie que beaucoup se choisissent en Alaska. Une existence basique et sereine. Vivre ici, c'est se sentir à sa place. On est seulement à 30 km du glacier et l'eau vient de là-haut. C'est la rivière Chulitna. Elle prend sa source dans de nombreux glaciers de la montagne au centre de l'Alaska. L'eau est un mélange de neige fondue, d'eau claire et de cette eau laiteuse qui vient du glacier. Toutes les rivières d'Alaska ont été nommées par les Indiens et se terminent par Na. Chulitna, Susitna, Tolkasitna. C'est comme ça que tu sais que c'est une rivière. Hey Carl, ça fait un moment que tu rames. Ouais, c'est vrai. On s'arrête pour manger? Ah, super. T'as un coin pour t'arrêter? On a passé le canyon. Si tu veux, on s'arrête là sur la plage. Ça va faire du bien d'enlever un petit peu ses vêtements tout mouillés. L'inattendu est partout. Nous avons rencontré Joe, lui aussi fondu de rafting. Avec sa tête de trappeur, il a été l'instituteur de Talkeetna pendant plus de 30 ans. Ces deux-là sont de vieilles connaissances. Hey, t'as vu les traces d'ours? La force des gens qui vivent là, c'est d'être en harmonie avec leur environnement. Après l'été, il faudra affronter le grand froid, le gel, la neige. Et pourtant, pour rien au monde, Carl et Joe ne se passeraient de l'hiver où ils retrouvent enfin la saveur de leur Alaska. La nature nous offre beaucoup d'émotions. D'abord, tu dois être honnête avec toi-même. Si tu te mens, tu peux mourir. Il faut faire attention et respecter la nature pour ce qu'elle est. Il faut trouver sa place. On doit vivre selon les lois de la nature et non pas l'inverse. Il faut accepter ça. On doit se contenter de notre place et de ce que l'on est. Il y a toujours plein d'endroits sauvages où on peut disparaître, tracer sa route ou se couper du monde. Ça paraît étrange, mais l'Amérique du Nord a été peuplée par des hommes venus d'Asie, et sans doute, ils sont passés par ici.
Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont réalisé que ce n'était pas le meilleur endroit pour vivre à cause du froid. Mais maintenant, on est de plus en plus nombreux à se dire que ça vaut le coup de venir ici et de voir ce qu'on peut y faire. C'est la dernière frontière. C'est le rêve de tous les habitants d'Alaska. Daniel vient d'acheter un terrain pour y construire une cabane de trappeurs. Le mythe des pionniers a encore de beaux jours devant lui. C'est pour le plancher de ma cabane. Les petites planches, c'est facile à transporter en avion, elles rentrent à l'intérieur. Les plus longues, c'est moins pratique. Pour aller au bout de son rêve, Daniel a choisi une colline inaccessible, où elle va devoir acheminer tout le nécessaire pour bricoler. C'est un bel endroit. C'est dur d'y aller, mais c'est un défi, c'est ça qui est bien. La jeune femme n'a pas choisi la facilité. Il lui faut des conditions de vent particulières pour atteindre son coin de paradis, et il n'y a que l'avion pour y aller. En fait, il n'y a que Daniel pour avoir une idée pareille. Il faut un vent du nord pour se poser là-haut. Un temps très calme. Mais le vent doit souffler dans la bonne direction. Les chances d'avoir une bonne fenêtre météo sont faibles. Son avion personnel, c'est un Piper, en toile. Il date de 1956 et semble tout droit sorti d'un album de bande dessinée. En avion, il faut 5 minutes pour aller là-bas. Il n'y a pas de route. En marchant, il faudrait 8 heures, peut-être 10. J'y vais jamais à pied. Je me sens vivante, c'est vrai. En général, je me lève tôt le matin, avant tout le monde. Quand tu es la première à décoller et que tu sens l'avion quitter le sol, t'es aspiré tout doucement. C'est comme sur un tapis volant. C'est le rêve. Être habité par une passion hors du commun, c'est extraordinaire. Je me sens privilégiée. En quelques années, Danielle est devenue une pilote du bush réputée. Elle se pose n'importe où, et peu de pilotes sont capables d'en faire autant. Sa colline est tout, sauf une piste d'atterrissage. Avec un angle de plus de 20 degrés, se poser là, c'est juste un exploit. Le terrain de Daniel est unique. Vue imprenable sur le McKinley, à la mesure de son rêve. J'ai choisi cet endroit parce qu'il domine toute la vallée. En général, les terrains à vendre sont en forêt. C'est vraiment super d'avoir un endroit au-dessus de la vallée. C'est un perchoir. L'Alaska, c'est le toit de l'Amérique.
Et cet endroit magnifique, c'est le toit de la vallée de la Susitna. Le royaume des extrêmes, l'Alaska, cette terre de pionniers et de la ruée vers l'or, continue encore et encore de nourrir nos rêves. C'est pour cela qu'aboutit ici la quête de tant d'hommes et de femmes. Finalement, l'or de l'Alaska, c'est peut-être la liberté.